Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo JV. Aujourd'hui, on va parler entre autres et en vrac de 1993, de Overwatch, mais aussi et surtout de Dark Souls avec Sylvain Tastet qui nous a rejoint. Bienvenue dans l'Hebdo JV. Sylvain, merci d'être revenu parce que tu étais avec nous il n'y a pas si longtemps que ça pour parler de Zelda. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de Dark Souls, mais avant ça, tu commences à connaître un petit peu l'émission, tu es presque un habitué. Enfin, tu es le plus habitué de l'émission en tout cas qu'on ait eu en invité. On peut faire les news si vous voulez. Hein. Voilà, c'est ça, on va commencer à travailler une petite routine comme ça. Mais effectivement, on va regarder un petit peu l'actu de ces 2 dernières semaines avant de parler de Dark Souls. Et on va commencer par toi, Mehdi. Ouais. Mais avant même que tu nous parles. Avant toute chose, c'est ça. On va regarder une petite vidéo du jeu dont tu vas nous parler. Ok, donc encore un jeu indé qui se pignole avec des graphismes rétro. On commence à en avoir un petit peu marre, non, Mehdi? C'est pas exactement ça. Ah bon? Ouais, c'est pas exactement ça. Le trailer du jeu qu'on vient de voir, Ouais. le jeu s'appelle 1983, donc 1993 Ouais. Space Machine. Voilà, donc c'est comme on a pu le voir, c'est du shoot 'em up, Ouais. scrolling horizontal, graphisme rétro manifestement. Donc tu as tout de suite envie de penser à du Xenon 2, à du R-Type ou comme ça. Et pour cause, en fait, c'est pour ça qu'on en parle en fait cette semaine dans l'Hebdo JV. Le jeu, c'est un jeu qui a été développé, en tout cas pensé et en partie conçu en 1993. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est une news qui a fait un petit peu le tour d'internet. Là, beaucoup de personnes en ont parlé. C'est un jeu qui a été pensé par 4 ados suédois à l'époque, qui était prévu pour l'Amiga. Donc et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler, parce qu'Amiga, bon, j'aime bien, même si je trouve ça un petit peu ridicule, cette guerre qui continue encore aujourd'hui entre les Amiga et Atari. Enfin, c'est ridicule dans la mesure où Amiga était bien plus puissant. Évidemment. C'est ça. On est d'accord. Team Amiga 500, ouais. Et donc ils avaient prévu de développer ça. Amiga 500, toi? Amiga 2000. Non, je vois à vous. Ils avaient prévu de sortir ce jeu sur Amiga. Ils avaient presque tout. Tout était fait. Ils avaient même un éditeur, ils avaient des démos jouables. Des magazines avaient commencé à parler de ce jeu qui s'appelait à la toute base Shenandoah, Daughter of the Stars. D'accord. Voilà. Mais ça n'a pas pu se faire en En raison d'un 1993. titre trop compliqué. Entre autres. Ouais. Et la deuxième raison, c'était une histoire de cœur entre les entre 2 des 4 développeurs. Voilà, il y avait une petite amourette qui... Une certaine Yoko Ono qui visiblement aurait semé un petit peu la discorde. C'est pas un truc de... Là, en l'occurrence, non, il n'y avait pas de réciprocité dans les feelings d'une personne envers une autre. Donc voilà, le gang s'est un petit peu splitté. Il y en a un qui est parti à Seattle. L'autre, tu vois, l'autre qui a décidé de poursuivre la voie du karaté. Enfin, c'est ce genre de scénar. Ça a splitté. 20 ans plus tard. Ouais. Krister Carlson, donc qui faisait partie de ces 4 ados, fait le ménage chez lui et tombe sur un carton dans lequel il y a des disquettes et il y a ce projet-là. Il y a des disquettes. Ah ouais, non mais complètement. Disquettes, démo, Shenandoah, Daughter of the Stars. Ouah, et il décide de finir le jeu. Alors voilà, ça se passe en 2013. Ok. 3 ans plus tard, le jeu sort. Il est sorti il y a quelques jours. Voilà, alors c'est pas un jeu développé avec la technologie de 1993, on est d'accord, pour faire tourner sur PC, bon, faut un moteur, voilà. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que
Il y a les contraintes de 1993 en termes de couleurs. T'en as 32 en fait, 32 couleurs. Oui, parce qu'on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas nés, qu'en 1993, on n'avait inventé que 32 couleurs. On connaissait que 32 noms de couleurs. Plus tard, il y a le fuchsia déjà. Le fuchsia. En 80. Et donc, voilà, mais 32 couleurs, des éléments limités dans l'écran. Voilà, le nombre d'éléments, bon, bah, tu vois, tu peux pas faire le fou, même si tu as un Amiga 2000. Et donc, c'est ça qui est aussi un petit peu intéressant, c'est le style, la musique, évidemment. Même si tu as des features que je trouve un petit peu plus actuelles, même si c'est comme ça que ça avait été pensé à l'époque. Mais là, dans ce jeu-là, dans 1993 Space Machine, tu peux jouer à 4 en coop. D'accord. C'est pas un truc que tu vois souvent dans un shoot 'em up. Ouais. Mais autrement, les modules dans tous les sens, ça tire et tout. Bon, ça, on a déjà vu ça plusieurs fois. Alors, il y a eu plusieurs sites qui ont demandé, alors raconte-nous ton histoire. Et c'est vrai qu'elle est belle, l'histoire. C'est vrai qu'elle elle est belle. T'as envie de, c'est beau. Et ça sort un petit peu de, bon, voilà, c'est dev indé qui ont plein de talent, mais qui des fois, bon, t'as l'impression qu'ils donnent dans la facilité en faisant du rétro. Ça sort en tout cas de cette simple vague rétro. Enfin, peut-être que cette vague rétro a motivé cette personne à se dire, bah oui, je vais peut-être le ressortir maintenant tel quel. C'est pas, ça a voilà, peut-être joué un petit peu. On sait pas la part de communication et de marketing dans le délire, d'autant que, bon, encore une fois, comme je l'ai dit au tout début de news, c'est quelque chose qui a été partagé vraiment, qui a fait le tour sur Internet. Tu vois, j'ai reçu moi-même un communiqué de tout ça. Et c'est dire. Et en ce moment, bon ben voilà, t'as une promo, voilà, le jeu il est à moins 10% pour la première semaine. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui se fait régulièrement sur Steam. Il sort juste sur Steam ou ils ont poussé le délire jusqu'à faire des cartouches pour Amiga? Non, ils peuvent pas le sortir. Il y a des gens qui font encore des trucs. Oui, ils peuvent pas. Mais enfin, ça se fait. Ouais, voilà, ça se fait. Mais on avait même reçu des gens sur la chaîne qui avaient développé des choses sur des vieilles machines et tout. Mais là, en l'occurrence, non, c'est vraiment que l'histoire qui est belle. Mais bon, c'est des fois, t'as intérêt à faire. Étonnante parce que ça veut dire qu'il y a un mec qui a retrouvé une disquette de 93 qui n'était pas démagnétisée, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Ce qui est tout à fait improbable. On est d'accord que dans un carton dans le ça carrelage. en est presque louche. Parce que, moi, quand je relance Pokémon version bleue, je suis pas sûr d'avoir toute mon équipe encore dedans. Donc, je pense que c'est peut-être pas pour de vrai. Après, si tes disquettes, elles sont conservées dans ces grands trucs à disquettes avec les clés, là, mais que tu cassais très vite parce que et que tu ouvrais comme ça et que pour parcourir. Ça, c'est vraiment, ça, c'est un délire de mecs. Les gens qui avaient les Atari et les Amiga, bon, ben voilà, c'était ça qu'on faisait. On ouvrait ce truc. Bon, en tous les cas, on peut d'ores et déjà voir ce que donne le jeu, vu qu'il est sorti, comme tu l'as dit. Voir si ça marche encore un jeu de 1993 aujourd'hui. Petite histoire assez touchante, merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous, ça fait plaisir. Émeric, toi tu vas nous parler d'une histoire un peu moins touchante. Moi je vais parler aujourd'hui de postérieur, d'Overwatch et de polémique. Voilà. Alors si avec ces 3 informations j'ai pas toute votre attention, on a décidé sérieux, de prendre tout, je comprends plus rien. Un petit peu plus buzz. Oui, bien sûr. Et on a raison. Donc Overwatch. Alors l'histoire part d'une discussion sur les forums de Blizzard avec le poste d'un dénommé Phipps qui commence son message en félicitant l'équipe de développement sur leur travail et notamment sur la diversité qu'ils ont su apporter aux personnages féminins que l'on peut retrouver dans le jeu. Okay. Donc le message commence plutôt bien, il est plutôt positif jusqu'à ce qu'il parle de Tracer, qui est donc, je rappelle, d'un point de vue marketing en tout cas, qui est d'un point de vue marketing en tout cas l'héroïne du jeu. Okay. Alors avant toute chose, il faut savoir que depuis une récente mise à jour, il est possible de débloquer des pauses pour chacun des personnages dans la boutique du jeu avec de l'argent du jeu d'ailleurs. Et il y en a une de Tracer qui a visiblement posé problème à ce dénommé Phipps. Quand tu dis une pause, c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais pendant une partie pour narguer entre guillemets par exemple, D'accord, okay. Et donc il y en a une qui s'appelle Over the Shoulder ou Qu'est-ce que tu regardes en VF qui lui a un peu posé problème. Donc dans cette pose-là, Tracer, on la voit de dos dans une pose, une position assez sexy. Alors faut savoir. Actuellement là. C'est ça, c'est exactement ça. Ce timing est magnifique. Tout est fait exprès. Alors, faut savoir que le forummer précise que c'est pas la position en elle-même qui le dérange, mais plutôt le fait que ce soit Tracer en fait qui fasse cette position-là. Pourquoi? Parce que Tracer est selon lui un personnage fort qui aucunement ne se définit par son, alors j'ai pas vraiment le mot exact, mais je dirais sexualisme entre guillemets. Je sais pas si. Oui, d'accord. Sexualité, c'est pas exactement le mot exact. Oui. Donc, il se définit pas par son sexualisme, contrairement à d'autres héros comme. Je sais pas si on a bien vu à l'écran, mais je précise que tu as vraiment fait ça. Pour pas que les gens après disent. Il y a des guillemets doigts. Des guillemets doigts. Ouais, c'est un joli mot. T'appelles ça des guillemets doigts.
Donc sexualisme, contrairement à d'autres héros comme Fatal qui sont clairement plus érotiques dans leur approche, si on peut parler comme ça. Et donc selon lui, cette pose n'a rien à voir avec le personnage, elle n'est pas drôle, elle contribue à en faire un énième sex symbole générique. Et le message qu'il a posté a soulevé un véritable débat sur le forum avec des dizaines et des dizaines de pages de discussion de joueurs qui sont d'accord avec lui ou qui sont moins d'accord avec lui, jusqu'à ce qu'en fait Jeff Kaplan, qui est le big boss d'Overwatch, prenne la parole, ce qui est assez rare sur les forums de Blizzard, pour s'exprimer, et donc où il avoue, dans un post où il avoue que l'équipe n'était pas très satisfaite de la pause et qu'elle sera finalement retirée du jeu final. Ok. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous pensez de cette affaire-là. Il y a certaines personnes y voient une certaine forme de censure. Moi, je trouve ça plutôt bien qu'on puisse avoir des discussions aujourd'hui avec certains studios de développement, et je trouve ça même assez fort de leur part, de la part de Blizzard, d'avoir osé faire machine arrière. Ouais, personnellement, je suis assez d'accord. En fait, si tu le permets, on va enchaîner directement sur mon actu. On parlera tous un peu en même temps parce que c'est un peu lié finalement. Donc on va enchaîner tout de suite, mais on revient un peu sur ce que tu as dit juste après. Moi, je voulais parler de Alison Rapp. Alison Rapp, qu'on va peut-être voir bientôt à l'écran là, qui est une employée de Nintendo, enfin plutôt qui était une employée de Nintendo America pendant à peu près 3 ans. Plus précisément du groupe Treehouse. Treehouse, c'est un groupe au sein de Nintendo qui s'occupe de la localisation des jeux. Donc ça implique de la traduction, mais aussi des éventuelles adaptations des jeux en Occident. Voilà, donc elle a été, je dis été parce qu'elle a été licenciée le 29 mars, c'est-à-dire mardi dernier, à l'heure où on tourne cette émission. Elle a été licenciée officiellement, d'après Nintendo, qui a publié un communiqué quelques heures, je crois, après son licenciement, ou le lendemain, officiellement à cause du fait qu'elle avait un deuxième petit boulot et que ce serait contraire au règlement de Nintendo. Seulement, il s'avère qu'en priori, ça ne l'est pas. D'après Alison, en tous les cas, ça ne l'est pas. Beaucoup d'autres employés ont d'autres petits boulots et ça ne pose pas problème à Nintendo. Là, ce qui pouvait poser problème, c'était éventuellement la nature de ce petit boulot, parce que quand elle en parle, elle emploie l'expression moonlighting. Moonlighting, c'est une expression évidemment anglo-saxonne, qui désigne le fait d'avoir un deuxième boulot à côté du sien, mais qui a une petite connotation, qui est assez floue, mais qui rapporte ce boulot au milieu de la nuit, on va dire, pour parler large. Et on ne va pas donner plus de précision parce qu'en réalité, ça ne nous concerne pas du tout. C'est quelque chose en plus, c'est un deuxième boulot qu'elle faisait de manière tout à fait anonyme. Seulement, en fait, Alison Rapp, elle se fait harcelé, c'est le mot, depuis des mois sur Internet par un groupe de personnes qui lui ont fait porter le chapeau de certaines décisions de localisation. Justement, on rejoint un petit peu ce dont tu parlais sur Overwatch. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez dans Xenoblade Chronicles X, dans la version japonaise, il y avait ce que les gens avaient appelé le boob slider, qui permettait de gérer la taille de la poitrine des personnages qu'on créait dans le jeu, des personnages féminins. Ce boob slider avait été retiré de des versions occidentales. Plus récemment, on en parlait ici d'ailleurs, il y a eu plusieurs adaptations faites pour Fire Emblem, notamment la suppression d'un mini-jeu où on pouvait caresser les personnages féminins avec le stylet qui était assez bizarre. Voilà, il y a eu ce genre de décision. Les gens lui ont fait porter le chapeau de ces genres de décisions, alors que c'est avéré, elle n'a rien à voir avec ces décisions. Elle n'a pas eu son mot à dire. Et en réalité, Alison Rapp, elle était plutôt du genre à dire « Non, moi, le boob slider, je l'aurais bien gardé. Je l'aurais bien laissé dans le jeu. » Il se trouve qu'Alison Rapp, elle avait fait elle avait écrit une thèse quand elle était à la fac qui portait justement sur les différences culturelles de perception de la sexualité, tout ce qui peut y être lié. Notamment, sa thèse abordait un petit peu, j'avoue que je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'elle abordait un petit peu ce qu'on appelle le lolicon au Japon. Ce qui peut paraître, ce qui en France est vu comme de la pédopornographie. Ouais, et au Japon, c'est un peu plus flou du moment que tu dis que, mais non, en fait, cette femme qui a une apparence de gamine a en réalité 1500 ans parce que c'est une sorcière issue du futur, si jamais tu veux. Voilà. Donc, tu avais parlé de ce genre de choses et limite, elle était presque, entre gros guillemets, encore une fois, du côté des gens qui l'ont harcelé. En disant, moi, le boob slider, je voulais le garder. Alors que les revendications de ces gens-là, c'était, on nous enlève, la censure, on nous enlève des bouts de nos jeux. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Parce que ce groupe, on va le nommer, c'est évidemment lié de près ou de loin au Gamergate, à cette espèce de nébuleuse bizarre qui se regroupe, ou qu'on regroupe peut-être plus qu'elle ne se regroupe sous l'appellation Gamergate. Ça montre plusieurs choses. Déjà, Nintendo, en licenciant cette personne, je trouve,
agit très mal. C'est-à-dire qu'il y a, imaginons deux possibilités. Soit c'est pas du tout lié, comme ça a été prétendu dans le communiqué de Nintendo, au harcèlement dont elle a fait preuve, dont elle a été victime, pardon, désolé, aux accusations qui étaient portées sur elle par les internautes, qui les rapportaient directement à Nintendo. Ça a été ce genre de choses pendant des mois et des mois et des mois. Soit c'est pas lié du tout à ça, et à ce moment-là, Nintendo se donne le droit de juger un peu de la moralité des activités de ses employés en dehors du travail, ce qui n'est pas top. Enfin, tu vois, dire il y a des petits boulots à côté qui passent, d'autres qui passent pas, en sachant que c'est fait de manière anonyme, c'est pas top. Bon, et ou soit c'est effectivement lié à ces attaques de la part des internautes. Auquel cas, c'est encore, mais c'est encore pire. Enfin, on ne peut pas. C'était la décision inverse qu'il aurait dû. C'est ça. La protéger plutôt. Il aurait fallu qu'il la protège. C'est ça, évidemment. Ils auraient pu en plus redorer un peu leur image. Voilà. Et donc c'est assez grave quand même, je trouve. Et ils ne l'ont pas protégé depuis longtemps parce qu'en fait ils n'ont jamais évoqué ces histoires-là. Tu vois, là juste très rapidement au moment de faire le communiqué, ils ont dit on est contre le harcèlement. Ok, d'accord, sous toutes ses formes, d'accord. Mais ils n'ont jamais, Nintendo n'a jamais pris officiellement vraiment la défense d'Alison et voilà, non, c'est tragique, c'est tragique. Et ce que ça prouve aussi, c'est que donc ce fameux groupe Gamergate, tout ça, je sais pas qui. Je veux bien croire qu'on puisse encore aujourd'hui dire non, il ne s'agit pas de misogynie, tout ça, il s'agit de c'est quoi la formule d'éthique dans le journalisme vidéoludique, cette célèbre formule. Je veux bien croire, mais j'ai de plus en plus de mal à le faire. J'ai de plus en plus de mal à le faire parce que cette personne a été harcelée, c'est du harcèlement. Ouais, mais ça fait un bail maintenant qu'on sait qu'ils ont un petit peu les idées courtes, les gens qui se revendiquent. En tous les cas, au moins un noyau dur. Tu vois, c'est comme tous ces groupes pas très bien définis, il faut aussi faire attention. Moi, je veux bien croire qu'il y a des gens, entre guillemets, naïfs, hein, qui se lient à tout ça et qui veulent vraiment, qui sont vraiment là pour dire attention au journalisme. Mais à un moment donné, là, ce genre d'événement nous pousse, je trouve, à faire un choix, quoi. Des gens qui sont liés à ce groupe ont conduit à cette situation. Au minimum, ils ont fait en sorte que Nintendo fouille la vie privée de Alison Rapp et ça a conduit à son licenciement. C'est pas acceptable, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Leur prêter trop d'importance, je pense. Ils n'ont pas eux-mêmes provoqué l'ingérence de Nintendo dans la vie de ses employés. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut vraiment se poser des questions sur ces groupes-là. Alors je dis Gamergate parce que c'est plus ou moins lié, mais qu'il ait un nom ou pas ce groupe-là. Ouais. Il y a des choses qui sont, je pense, pas acceptables. Là, c'est délicat parce que tu parles vraiment de la bêtise sur Internet. Et alors ça, parce que les gens, effectivement, Gamergate, tout ça, mais si je me souviens bien, Gamergate, oui, il y avait une notion de journalisme et tout. Là, en l'occurrence, on parle d'une personne qui travaille pour de l'adaptation, tout ça. Voilà. Donc, bon, c'est les femmes dans l'industrie du jeu vidéo d'une manière générale. C'est pas la première fois qu'on sait qu'il y en a qui se font harceler et ceux qui harcèlent, ils se revendiquent pas systématiquement d'appartenir au Gamergate. Donc là, on parle des petits cons sur Internet, quoi. Évidemment, évidemment. Oui, il ne s'agit pas de... c'est compliqué. Mais il y a un moment donné, si c'est plus ou moins lié, tu vois. Et Nintendo, là, pour moi, autant les petits cons sur Internet, c'est difficile de les traquer, c'est difficile même de les éduquer. Autant là, Nintendo, par contre, il y a un petit peu de maladresse dans leur gestion du truc. Mais il y a aussi ce côté, voilà, c'est qu'on entend encore des gens. Évidemment que les gens qui font ça, ils se revendiquent pas, ils disent pas juste, bah non, nous on est juste misogynes et c'est ça notre message. Il y a toujours d'autres choses derrière. Là, ça va être non, la censure, on est contre. Déjà, appeler ça de la censure, est-ce que c'est tout à fait justifié ou pas? Ils se cachent toujours derrière des causes. Et là. Alors, il va falloir me montrer, pour prouver que c'est pas de la misogynie, il va falloir me montrer des hommes harcelés comme ça, des hommes qui finissent par se faire virer à cause de harcèlement, et des hommes qui ne se font pas harceler parce qu'éventuellement ils seraient sympathisants de la cause féministe, tu vois. Il va falloir me montrer ces choses-là à un moment donné pour que j'admette que oui, c'est peut-être pas que de la misogynie. En attendant, ça a vraiment l'air d'être ça. Et donc, il faut aussi se demander si on traîne à côté de ces groupes-là, tout ça, et qu'on est sincèrement pas dans ces délires-là, ben regarde ce qu'ils font tes potes, quoi. Ouais. En ton nom. Ouais.
Je pense qu'il faut commencer à se poser sérieusement ces questions-là. Et c'est assez lié à ce que tu dis sur Overwatch, parce que tu vois, tu parlais de censure, les gens disent censure. J'ai dit oui, j'ai pas dit moi. Enfin, c'est pas toi qui dis bien sûr. de censure. Est-ce qu'on doit parler de censure quand un développeur ou un éditeur décide avant la sortie de son jeu, décide d'enlever cette pause qui visiblement choque des gens? Vous pensez qu'on peut parler de censure? Censure, ça paraît être un bien grand mot, d'autant plus que sur Overwatch, c'est déjà un jeu dans lequel il y a énormément de personnages féminins. Je veux dire, par rapport à une moyenne de shooters où on en voit généralement assez peu. Et donc déjà beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'ethnies aussi différentes qui sont représentées. On a beaucoup parlé par exemple de Rashid dans Street Fighter V, mais je veux dire là il y a aussi, je sais plus le nom des persos, mais il y a une personnage qui est égyptienne, je crois. Il y a des nationalités qu'on voit pas forcément très souvent dans des jeux occidentaux. Donc déjà ils ont fait un effort de ce côté-là. C'est d'autant plus curieux que de voir Jeff Kaplan derrière dire que l'équipe n'est pas satisfaite de la pause. Non, c'est parce que les mecs ont gueulé qu'ils ont retiré ce truc-là. Je pense que l'équipe, si elle a fait ça et s'ils l'ont mis dans le jeu, c'est qu'ils devaient en être contents, qu'ils prenaient ça justement avec une certaine légèreté qui a déplu. Là, ça rentre dans notre débat. Une pause et tout, ça prend du temps, ça nécessite des ressources. Bon, même si en une journée, tu peux faire une animation où elle monte son huc. Bon voilà, donc t'es pas satisfait, pars pas dans cette direction. Mais d'une manière générale, moi j'ai du mal avec quand on retire. Moi je fais plutôt partie de l'équipe qui dirait tu fais ça avec les filles, fais ça aussi avec les garçons, comme ça tout le monde a, tu vois. Et dans cette même équipe, je fais aussi partie de la mouvance qui dit attends, on parle d'un jeu où on se tire dessus avec des pistolets. D'une manière générale, les gens sont plus choqués par une butt pause que par le fait de faire des headshots. Donc voilà. C'est que ça englobe beaucoup d'autres choses dont on n'a pas le temps de parler ici. On pourrait y rester des heures. C'est un vaste sujet. Mais oui, ça englobe aussi d'autres choses. Malheureusement, là, on va devoir s'arrêter là parce qu'il faut qu'on avance dans l'émission. Mais voilà, juste petit coup de gueule quand même, parce que Nintendo est dans une attitude pas top, qui d'ailleurs leur a attiré les foudres de beaucoup de développeurs sur Twitter, plus ou moins indépendants, plus ou moins importants, qui allaient parfois jusqu'à annoncer on devait sortir notre jeu sur Wii U, alors finalement on va pas le faire. Ce genre de choses. Alors bon, est-ce que vraiment le jeu ne va pas sortir sur Wii U? On ne sait pas, mais en tout cas c'était des réactions vives et très bien. Enfin, je veux dire, il faut avoir des réactions vives face à ce genre d'événements, je pense, en tous les cas, même si ça n'engage que moi. Voilà, maintenant on va passer à la suite qui en l'occurrence est un reportage sur Enter the Gungeon. Certains jeux de mots et les idées qu'ils transmettent sonnent comme des évidences, et Enter the Gungeon est de cela. Sur le point de sortir après 2 ans de développement, le jeu de Dodge Roll n'a presque besoin que de son titre pour se décrire. Mais dans le doute, on a quand même demandé à ses créateurs de nous en parler un peu. I like to call it a bullet hell dungeon crawler, and it is a roguelike, top-down radial shooter with procedurally generated levels and bullet hell style combat. That's pretty much how I go for it, but I like the words bullet hell dungeon crawler because it kind of brings it all together. But yes, it is a roguelike as well. On parle d'un dungeon crawler Danmaku roguelike donc, c'est-à-dire un dungeon roller, si on peut se permettre de jouer nous aussi avec les mots, qui s'annonce on ne peut plus loquace en matière d'équipement. So we have 190 guns, some of them basic, AK-47s or Uzis or whatever, and then some that are a little more ridiculous. We have a gun that is a unicorn horn and shoots rainbows out of it. We have called it a fossilized gun, and it shoots oil, and then when you reload, you light it all on fire. We have a mailbox that shoots letters, We basically have every kind of gun, and then a lot of weapons that just look like guns, and so we put them in because they are kind of shaped like a gun. De l'autre côté de ces armes variées, on trouvera des ennemis en forme de balles. Et si ça peut paraître sorti un peu de nulle part, ça reste on ne peut mieux approprié à un gungeon. When we came up with the name Gungeon, it would be a gun dungeon. We thought, what would be in the gungeon? And I had this idea of bullet guards, who were sort of guys wearing like bullet-style armor. And I tooled around with that for a bit. I tried making it work, and it didn't really work. And so then I just drew this bullet, and I put a face on it, And when I did that,
everybody just really thought that's the way to go, you know, that's what we should do. And it is random, you're totally right, but we think it works for Enter the Gungeon. Yeah. Si son ambiance originale et décalée ajoute beaucoup au capital sympathie d'Enter the Gungeon, ce n'est évidemment pas le seul atout que le jeu avance quand il doit se comparer aux nombreux autres dungeon crawlers sortis ces dernières années. What I like the best about our game in comparison to some of the ones in our space is that I really like our boss fights. Like, I think that our boss fights are just, you know, I think they're super interesting. They have like, they're really events. Like, even if you're good at the game, you have to be like, okay, I'm gonna fight the boss, because I think they all put serious pressure on the player, and they have, you know, multiple different attacks, and they like require you to do a bunch of different stuff. And I think that our bosses are like big events. And the reason I say that that's such a big thing for me is when I look back on all the games that I super love, I think like, wow, they all have like really standout bosses. And when I say that, I'm talking Dark Souls, and I'm talking Zelda and Metal Gear Solid. When you sit down with someone and talk about it, you're always talking about the Sniper Wolf fight, you know, or the Vicar Amelia fight, you know, in Bloodborne or something like that. And so I don't know, like, it was very important for me to like make sure our bosses felt larger than a lot of roguelikes do. Boss mémorable ou pas, la concurrence en matière de dungeon crawler et de roguelike est particulièrement rude depuis que ces genres ont connu un nouveau boom en même temps que la scène indépendante. Cependant, chez Dodge Roll, on n'y voit pas qu'un inconvénient. Since we started it 2 years ago, we thought, like, you know, we got really excited by the idea. There was a few games that came out that really like made us think and look at the roguelike genre in a different way, and those games were, you know, The Binding of Isaac for certain, and then also Rogue Legacy. And we had played Vlambeer's prototype, The Wasteland Kings. And so we were like, you know, we started playing roguelikes. And when we went back to old ones like Shiren the Wanderer and Chocobo's Dungeon and Pokemon Mystery Dungeon, and we were just thinking about like kind of what we would do. And so at the time we were like, yeah, like, you know, we really like these games. We're gonna make another one. We're gonna be part of the boom. But we also thought the game was gonna take us less than a year to make. And now it's been 2 years. So I feel like, you know, rather than it being a boom anymore, it's almost just like they're sort of here to stay, and we're going to be one of them. You know, I don't think like we're part of the rising action anymore. But I think that's fine, because I also think that a lot of the games that have come out like in the meantime have like prepared gamers for permadeath and difficulty and like kind of the concepts that we were doing. And you know, we've had some of the same ideas that other people did, like in tandem. And yeah, I think, you know, people will play the game, and it'll be a little bit more familiar than if it had come out right when we started, but I also think that more people will be interested because now they understand the genre better. Mais si les Binding of Isaac et autres Rogue Legacy nous ont appris à gérer un certain degré de difficulté, Enter the Gungeon ne compte pas pour autant l'utiliser n'importe comment, et ne se privera certainement pas d'aider le joueur à sa manière, malgré ses pluies de balles intimidantes. Our goal for the difficulty is to make it a hard game, but to also make it a game that encourages mastery. So, you know, we give you the dodge roll, we give you the blanks, which are the bombs from shmups, you know, that delete the bullets. And one of the things is, you know, all the room, it is procedurally generated, it's procedurally assembled, but the rooms are hand designed. And the reason we did that is because we just played each room over and over again to make sure that there's, I like to use the phrase, put pressure on the player, like make sure that they have to react quick and that they're you know, maintaining constant vigilance, you know, and skill, but not to just completely and utterly flatten them with bullets. It has to be possible, obviously. So that's why we went with the hand design rooms, because if the computer put 2 super hard enemies in the wrong place, you could really get stuck, and that would be, you know, obviously terrible. So our goal is to make it hard, and when you beat a boss, every time you beat a boss, to have it be like, whew, that wasn't a cakewalk, but, you know, I get better and better. And then when you beat the game, I want it to be like, I want you to cheer, because you'll probably have died many times on the way. But there's actually, I think, a pretty cool system in the game that can help you. And it encourages mastery, which is if you beat a boss and you take no damage, you are guaranteed to increase your maximum health, because you get an item called a master round. And what that does is, if you play the first level many times and you master the first boss, you'll more likely to beat it without taking damage, and you'll get that master round, which means you have extra health, which means you survive longer later to master those bosses. So it's this nice, like, just get good at one thing and we'll help you a little along the way, and then eventually, hopefully, you get good at everything, you know. So, yeah.
derrière cette idée de progression dure mais assistée, il y a une certaine philosophie de jeu et un rythme qui donne à Enter the Gungeon un feeling très japonais, malgré ses origines un peu plus occidentales. When we sit down to make the game, though, we don't go like, we're going to make this Japanese. It's just that for out of circumstance, you know, some of our favorite games in the world are Japanese. And I mean, Dark Souls is my favorite game of all time. And Dark Souls is an interesting AAA game because it is a game where when you press a button, you just do the thing. And in a lot of American games, you know, there's this sort of like cinematic, like, I don't want to use the word hand-holding, but I will. And whereas in Dark Souls, it's just like attack is attack, you know, and roll is you do the roll, and it's you have total control to either live or die. And that's something that we really respect in their game design. And also, obviously, you know, it is part bullet hell game, which is, you know, Japanese genre primarily. And I guess we just try to make the games that we like. And it just so happens that when I list you a bunch of my favorite ones, many of the ones at the top are Japanese. But I do think that there is somewhat of like a Japanese feel now that I think about it, because if I can go off on a tangent for a second, if you look at like Ninja Gaiden, like 1 and 2, those are both incredibly precise, extremely fast combat games, Japanese games. And if you look at Ninja Gaiden 3, it had sort of a more cinematic thing to it, and it didn't do as well. And I think that they were influenced by Western games, and maybe their audience was more attuned to that fast-paced, very precise feel, and that's something that we are, certainly, you know. Oui, on comprend tout à fait ce que tu veux dire à propos de Ninja Gaiden, Dave. Et d'ailleurs, on est complètement d'accord. Mais qu'est-ce que t'as dit juste avant? And I mean, Dark Souls is my favorite game of all time. Et il va falloir nous en dire un peu plus. Notamment sur la manière dont ces excellents goûts seront traduits dans Enter the Gungeon. Like, one of the things that is sort of hard to show when you only get to play it for a few minutes is that, you know, the inspiration from Demon's Souls and Dark Souls actually runs quite a bit deeper than just the dodge roll. For instance, the opening area that isn't procedurally generated, we call it the Breach, and it's directly influenced by Demon's Souls' Nexus, or Firelink Shrine, I guess, from Dark Souls. But when you find NPCs in the procedurally generated area, and they're locked up in cells, and when you rescue them, they show back up in the Breach. And, you know, you meet different characters and it's nice, but what this is actually doing is an incredibly subtle amount of progression, because once you've rescued them, they can show up in the dungeon and offer you a chance to get extra loot. And extra loot means being more powerful in the run, but it's always like a chance for it, right? And you kind of have to do a quest for them. So the more people you rescue, the more likely that 1 or 2 might show up in a run, and then you're actually creating like a statistical buff, I guess, for you. And but it doesn't rob you of the skill thing. You're always starting fresh, and you have to really get good at the game, master the dodge roll and everything, but you get to kind of meet these interesting characters that you can also benefit from. And I think when players play for just a short amount of time, you don't see any of that. And when you sit down and you're like, okay, I'm going to learn this game, and you play every day for, a few hours or something, you start to, you'll notice that you're getting better, but you'll also realize that the game is sort of working with you to do it as long as you accomplish these side goals. And I think that that's a pretty elegant, solution to progression but maintaining the fresh run of a roguelike, so. Une approche élégante du roguelike, on ne demande qu'à le croire. Et à vrai dire, les nombreuses heures qu'on a déjà pu passer sur le jeu nous y encouragent fortement. Mais on en reparle très bientôt, autour d'une critique qui arrivera peu après la sortie d'Enter the Gungeon, prévue pour le 5 avril. Voilà, c'était Enter the Gungeon, donc on a pu voir que Dave Crooks, un des développeurs, parlait énormément des Souls. Promis, c'est pas moi qui l'ai poussé à le faire, c'est lui qui s'est lancé direct dessus. J'ai peut-être un peu travaillé là-dessus après, parce que ça me fait plaisir quand on parle de Dark Souls, mais il en a parlé spontanément, et c'est une partie des raisons qui fait que j'avais envie de parler une nouvelle fois à l'antenne de Dark Souls aujourd'hui. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Si on en parle aussi, c'est évidemment parce que Dark Souls 3 s'apprête à sortir.
Il sort le 12 avril. Le 12 avril, c'est-à-dire très bientôt. Et vous avez préparé, donc avec le magazine JV, je rappelle d'ailleurs que je ne l'ai pas rappelé, mais pour ceux qui ne le savaient pas, tu es journaliste, tu fais partie de la rédaction du magazine JV. Complètement. Voilà, et donc vous avez le prochain numéro qui sort très bientôt. C'est ça, qui doit sortir ces jours-ci. Là, il a été imprimé, donc il arrive en kiosque, avec effectivement une couverture qui est dédiée à Dark Souls 3. On peut voir là actuellement. Dans lequel on aborde, alors pas uniquement Dark Souls 3, mais on aborde, on va dire, un peu la série dans son ensemble, ce qu'elle a pu avoir comme influence, quelles sont ses mécaniques, pourquoi est-ce que après tant d'années ça reste aussi fascinant, parce que finalement on commence à connaître un peu la formule. On a pu avoir aussi une interview de Hidetaka Miyazaki, donc le créateur de la série. Le créateur de la série, et c'est pas rien parce que c'était une personne qui est assez rare en interview, qui est c'est donc disponible quasiment dès le lendemain de la diffusion de cette émission. On vous invite à jeter un œil à ça. Donc voilà, on va parler un petit peu des Souls, de Dark Souls, pour toutes les raisons aussi que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire l'influence qu'elle a pu avoir, tout ça sur les jeux aujourd'hui. On va commencer par faire un petit historique rapide de la série. Ça commence par quoi, la série des Souls ? La série des Souls, ça commence, on va dire, en 2009 par Demon's Souls, qui est sorti sur PlayStation 3 et qui est devenu après Dark Souls pour des raisons, on va dire, de droit, parce que la série c'était lié à Sony à la base, et qu'après From Software, donc le studio, a décidé de continuer cette formule-là, mais sous un autre nom forcément. Voilà. Mais finalement, entre Demon's Souls et Dark Souls, on retrouve énormément de points communs. Les piliers un peu qu'a amené Demon's Souls, c'est, je sais pas, Mehdi, on en parlait tout à l'heure. Toi, quand tu avais lancé Demon's Souls à une époque où c'était nouveau. C'était complètement nouveau, mais même pour moi, je ne savais pas à quoi j'avais affaire. Oui, exactement. Les piliers, il y en a un certain nombre, je dirais, dans le désordre, le fait d'être connecté, l'interaction avec d'autres joueurs. D'autres joueurs en ligne, ouais. Voilà, en ligne, tout à fait. Donc, qui se manifestent comment par des... tu vois des styles de ghost, de fantômes, des joueurs qui évoluent un petit peu dans le même niveau que toi, parce que dans Demon's Souls c'était des niveaux, tu choisissais des mondes avec des niveaux, et donc les joueurs qui sont dans le coin, tu les vois. Ça se manifestait aussi à travers... Tu les vois de manière... ils apparaissent et ils disparaissent. Ouais, c'était des silhouettes assez fugaces qui passent. Exactement. Donc ça renforçait un petit peu l'ambiance. C'est chaud, il n'y a pas beaucoup d'espoir. L'ambiance un peu à la Berserk. Il y a beaucoup d'influences directes d'ailleurs. Voilà. En fait, Berserk quand il y a les problèmes avec Griffiths. Et donc ça se manifestait aussi à travers les taches de sang, où tu voyais comment étaient morts les gens. J'avais trouvé cette idée excessivement originale à l'époque. Et comment une personne, et donc tu voyais que la personne, tu voyais pas ce qu'il avait tué, tu voyais ce que faisait la personne. La plupart du temps, tu voyais une personne qui bougeait comme ça, au bout d'un moment qui s'arrêtait, qui regardait comme ça, qui fait une roulade, et elle meurt. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu t'apprêtais à le découvrir. Tu pouvais aussi lire. Tu pouvais communiquer déjà avec d'autres joueurs en mettant des messages déjà dans le premier ? Effectivement, ça fait partie des messages. Tu avais ce système de messages. Tu pouvais faire des faux messages, genre les mettre sur... Évidemment, ça a été une des activités préférées des joueurs très tôt, de mettre des pièges en laissant ces messages. Mais il y avait un système de notation de personnes qui pouvaient dire « Ouais, ce message, il vaut quelque chose ». Donc voilà. Les messages, c'était tu piochais dans une liste de mots. Tu pouvais pas écrire ce que tu voulais. Exactement. Autrement, tu aurais eu plein d'insultes dans tous les sens. Dire, va là, il y a des trésors. Ce genre de choses. Trésor droit devant. Trésor droit devant, voilà, c'est ce genre de mots. Sauter. Grand échalas droit devant. C'est un truc que j'ai vu plein de fois. Grand échalas droit devant. Sauter, récompense. Oui, mais parmi les piliers, tu avais aussi la dimension t'apprends pas. Tu deviens plus fort, pas en accumulant de l'expérience et du stuff. C'était une partie. C'est un peu le cas quand même. C'était une partie du jeu, mais tu apprends surtout en explorant le niveau, en regardant, en comprenant les patterns des ennemis, en essayant des choses, en découvrant les endroits. C'est comme ça que tu apprenais, et je trouvais ça très bien. Parce que en fait, tous les ennemis ont un placement fixe. Tu meurs beaucoup dans le jeu, c'est un autre des piliers, c'est-à-dire que c'est aborder la mort comme une mécanique, comme une autre. C'est pas un game over, déjà des Demon's Souls.
Et ouais, voilà, tu mourais beaucoup, tu recommençais plein de fois le même passage, mais les ennemis étaient toujours placés pareil. Donc, comme tu dis, tu pouvais apprendre vraiment. C'était ça qui était. Tu pouvais apprendre Et sur la mort, ouais, c'était intéressant parce que quand tu mourais, tu devenais une carcasse. Je crois que c'était le terme. C'était un spectre, je crois, dans Demon's Souls. Un fantôme. Je crois que c'est un fantôme. Ah, c'est dans Dark Souls, les carcasses. C'est dans Dark Souls 2, il me semble. Et donc, bon, il y avait du malus, si je me souviens bien. Enfin, bon, en tout cas, visuellement, t'étais dégueulasse. Et donc, bah, t'avais envie de redevenir humain pour plusieurs raisons aussi. Enfin, en fait, dans Demon's Souls, c'était pas dégueulasse, c'était vraiment un fantôme. C'est-à-dire que t'étais moins tangible et ça te donnait pour avantage. T'avais la moitié de ta vie maximale, mais tu faisais moins de bruit. Oui. Il y avait des avantages aussi. Voilà. Est-ce qu'il y avait déjà cette narration subtile dont je t'entends beaucoup Demon's parler Souls, justement, ça c'est plus dans Dark Souls, ouais. Mais Demon's Souls a posé les bases qu'on vient d'évoquer là. Là-dedans, ouais, la mort c'est important, c'est-à-dire que c'est vraiment considérer la mort comme un élément de progression, plus que comme une punition. Même s'il y a ce système d'âme que tu perds, âme qui te servent à la fois de points d'expérience et de monnaie, que tu perds quand tu meurs et que tu peux récupérer en retournant sur les lieux de ta mort. Donc en condition gros, de pas mourir à sur le condition chemin. de pas mourir entre temps. Sachant qu'entre-temps, tous les ennemis que tu as réussi à vaincre sont tous revenus. C'est ça aussi le truc avec Demon's Souls. Je pense que c'est une série que, quand on la regarde de loin, on pourrait vite résumer ça à une espèce de RPG qui avait l'air un peu lambda en screenshot, à la difficulté excessive, mais c'est très loin d'être que ça finalement. Ça a apporté des tas de trucs. Le fait que les ennemis reviennent tout le temps au début, ça te rend dingue, parce que tu as l'impression de jamais avancer finalement. C'est ça. Tu reviens tout le temps au dernier checkpoint, alors entre guillemets doigts encore une fois, qui était un feu déjà à l'époque, ou qui était... c'était pas des feux, des lampes, des lumières. Tu partais du Nexus, je sais même pas si c'était des pierres, je crois. C'est ça. Et donc on revenait tout le temps au même point, et le truc c'est qu'il fallait vraiment avancer énormément pour avoir le sentiment d'avoir progressé. C'est ça. Mais au fil de ton avancée, tu débloquais des shortcuts, tu ouvrais des portes qui te raccourcissaient considérablement le chemin que tu avais à faire pour retrouver tes trucs. Et ce côté difficile et cette mort omniprésente du joueur et de son personnage, c'est quelque chose qui était évidemment assez mal perçu, en tout cas par Sony à l'époque du développement du jeu. Ce qui a conduit Miyazaki, le réalisateur de la série, le director, créateur de la série, à presque faire ça en catimini en fait. Le Demon's Souls, il a été développé à la base sur les bases d'un Kingsfield. Kingsfield, c'est une vieille série de From Software, voilà. D'ailleurs, on trouve pas mal de références à Kingsfield dans les Souls, avec l'épée, la Moonlight Sword ou des choses comme ça. Voilà. À la base, Demon's Souls, c'était censé être un Kingsfield. Mais Miyazaki, il avait d'autres idées en tête. Il a voulu faire son jeu et c'était presque en catimini. Apparemment, la personne, son référent direct chez Sony, lui disait « Ok, moi je trouve que ça a l'air très cool, mais ça va pas du tout plaire. Cette histoire de mort, tout ça, aux dirigeants de Sony, enfin aux personnes, aux décisionnaires en tous les cas. Donc on va un peu le masquer pour l'instant. » Et en fait, ce jeu qui n'a pas trop marché au début, en tout cas un accueil mitigé par la presse, c'est vraiment le cas d'école du bouche à oreille. Ouais. Il a cartonné, mais après sa sortie. Et donc il est sorti plus tard en Europe parce qu'il a cartonné au Japon plus tard, tout ça. Et on arrive à Dark Souls parce que Demon's Souls a réussi à séduire des joueurs alors que personne ne s'y attendait en tous les cas dans l'industrie. L'industrie semblait pas forcément tout à fait prête à faire ça. Juste, pardon de te couper, nous on en avait parlé sur la chaîne bien avant. Évidemment. Parce que voilà. Non mais c'est important bien sûr. Voilà. Et JV en aurait parlé aussi si à l'époque. On avait existé à l'époque, voilà, c'est ça. Bien sûr. Ça va sans dire. Et donc on arrive à Dark Souls qui, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, change de nom pour des raisons de droit parce que voilà, vu que la recette marche, on l'exporte en fait et on la sort sur toutes les consoles. Donc Dark Souls reprend quasiment tout ce qu'on a dit là. Qu'est-ce qui change dans Dark Souls? Il y a l'architecture du monde, on ne parle plus de niveau. Donc comment ça se passe un petit peu Dark Souls par rapport à Dark Souls, c'est un monde beaucoup plus compact, beaucoup plus compacté, dans lequel on va évoluer, comme on disait, et débloquer des raccourcis, progresser là pour le coup, c'est des feux. Oui. Donc là, on retrouve, ça va devenir un élément récurrent de la série, c'est trouver un feu dans ce jeu, c'est trouver le Graal, ou pas loin. Ouais. C'est-à-dire que quand on trouve un feu, on sait qu'on trouve un nouveau checkpoint, on sait qu'on a progressé et qu'on a réussi quelque part à sauvegarder, on va dire, une avancée. Et après, par contre, on a un monde qui est extrêmement dense, où tout est imbriqué. Il y a tout le temps un truc qui est fascinant dans Dark Souls, c'est que quasiment partout, si on se retourne et qu'on regarde bien en contrebas ou comme ça, on va trouver un chemin. Et alors là où dans n'importe quel jeu, ce serait
ce serait un chemin un peu dérisoire où on va trouver, j'en sais rien, un pack de soins ou n'importe quoi. Là, il y a potentiellement, derrière ce chemin introuvable, 2 heures d'exploration avec un boss au bout. Ça, c'est dingue, en fait, d'avoir ça. Et le côté, ces chemins peuvent aussi être des raccourcis qu'on ne soupçonnait pas. Enfin, c'est-à-dire l'architecture du monde, je trouve, ne se comprend pas forcément au premier passage. Tu vois, on se dit, on a l'impression d'avoir fait un chemin hallucinant, enfin qu'on est allé super loin de là où on partait avec le feu. Et en fait, on se retrouve à débloquer une échelle. C'est le premier feu de Dark Souls qui fait ça. On débloque une échelle, on descend. Et on fait ah cool un feu, et en ressortant du feu on se dit mais attends non c'est de là que je viens et comment ça se fait que je suis là, c'est bizarre. Et après quand tu regardes l'architecture on fait ah non c'est logique, je suis passé par là. Mais parce que c'est l'état de tension dans lequel t'es, cette volonté de pas te faire taper, parce que ces jeux-là, même si t'arrivais avec de l'armure, avec des points mis en concite ou je sais pas, tu te prenais 3-4 coups par un ennemi en règle générale, tu vois, c'était suffisant. Donc ça aussi, ça le différencie de plein d'autres jeux. Le vieux squelette de base, non, mais peut te défoncer ça peut te défoncer si d'aventure tu t'amuses à parer et puis tu n'arrives pas au premier coup et tu veux boire ta fiole de Celsius, mais non en fait on va te mettre un coup. Donc voilà, cet état de tension dans lequel ça fait que t'es pas forcément, t'as l'impression d'avoir passé beaucoup de temps, d'avoir fait beaucoup de chemin pour finalement arriver, mais comme tu le dis, si d'un point de vue dans l'espace, ça reste cohérent, quoi. C'est le level, il est complètement, mais un point assez impressionnant, on peut s'en rendre compte sur le net, on peut trouver un modèle complet de la carte du jeu, mais de la carte complète du jeu. Donc c'est des mèches, c'est-à-dire que c'est pas modélisé comme dans le jeu, mais tu vois la structure et c'est une expérience assez folle à faire quand tu as fait le jeu, de se rendre compte comment tout est imbriqué, c'est assez fou, et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être un peu moins dans Dark Souls 2. Dark Souls 2 c'est un peu le mal aimé de la série. En tout cas, moi, c'est mon cas, je l'apprécie beaucoup moins que le premier. Dark Souls 2 n'a pas été supervisé par Miyazaki. Non, parce que justement, Dark Souls 1 a bien marché après Demon's Souls. Demon's Souls, vu qu'il avait été mal accueilli, Sony avait rompu le contrat donc avec From Software. Et après Dark Souls, qui a lui commencé à bien marcher, ils se sont dit ah ouais peut-être que c'est con et qu'on a cassé le truc un peu trop tôt. Et c'est là qu'ils ont commandé Bloodborne, le jeu qui allait devenir Bloodborne, à Miyazaki. Donc pendant que Miyazaki commençait à développer Bloodborne pour la PS4, il y a eu un besoin chez From Software de refaire un second Dark Souls qui a été confié à une équipe bis finalement, et dans lequel on retrouve, alors le cahier des charges est plus ou moins respecté, on va retrouver l'univers un peu à la narration mais on comprend rien, on va retrouver des boss un peu partout, on va retrouver les feux, ce genre de trucs, mais par contre au niveau du level design, on arrive sur un level design beaucoup plus horizontal, beaucoup plus à plat, un peu moins... plus Demon's Souls en fait, presque, dans le fait que ce soit des niveaux dans lesquels c'est un truc en étoile quoi, tu progresses comme ça, des chemins au bout desquels c'est une impasse. Donc tu vas prendre un autre chemin maintenant, etc. C'est exactement ça. Et donc oui, effectivement, c'est pas forcément les meilleures idées qui ont été gardées pour ce jeu-là, qui reste, enfin pour moi, qui reste un RPG incroyable, mais qui reste le plus mauvais Dark Souls quelque part. Oui, et c'est déjà, comme tu dis, c'est déjà un RPG de fou, quoi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc Dark Souls 2 est fini par sortir. Alors entre-temps, Miyazaki est aussi nommé président de From Software à cette période-là, et finit par sortir Bloodborne, qui, selon moi, prouve qu'il y a quelque chose avec Miyazaki. Tu vois, il est absent de Dark Souls 2, il y a ces petites choses qui manquent, et il sort Bloodborne. Et là, personnellement, j'ai retrouvé tout ce que j'avais apprécié dans Dark Souls. C'est-à-dire ces petits éléments qui faisaient, selon moi, le génie de Dark Souls se retrouvent dans Bloodborne. Et on en parle aussi, même s'il n'y a pas de Souls à la fin, parce que c'est clairement la même série déguisée, un peu comme Demon's Souls par rapport à Dark Souls. C'est un reskin plus ou moins masqué. C'est ça, avec une approche un peu différente des combats. Un univers de dingue quand même. Et puis, on a rarement vu ça sur PlayStation 4, et même rarement vu ça dans l'absolu tout court. Quoi. En termes c'est vraiment un univers qui est fascinant. T'employais hors antenne l'adjectif magnétique. Et il y a vraiment ça aussi. Je pense que tu peux passer des heures juste à regarder quelqu'un jouer à ces jeux-là. Parce qu'il s'en dégage un truc au-delà de la difficulté, juste, je sais pas, t'as envie d'aller voir ce qu'il y a au coin de la rue, tu vois, tout simplement. Oui. Bon, il y aura sûrement une vieille chapelle là, sinistre, parce que bon, on n'est pas là pour faire de la joie. Non, clairement. Des monstres dégueulasses aussi. Des monstres dégueulasses, des espèces de loups-garous, voilà, effectivement.
Mais il y a un truc d'ailleurs, l'ambiance un peu dégueulasse, en tout cas pesante, c'est quelque chose dont on avait parlé dans un classé 18+, donc là on va pas trop le redire, mais en gros tu dis que ça c'est quelque chose qui peut te peser un petit peu, faire que... Ça dépend vraiment de mon mood, mais ouais, des fois, quand t'as envie de quelque chose de coloré, de sympa, tout ça, bon, c'est pas les Souls que t'as envie de mettre, quoi. Ouais. Parce que, voilà, d'autant que le Bloodborne, dont on parlait juste un instant là, je crois qu'il abordait... J'y ai pas joué, donc, mais on en a beaucoup discuté. Je crois que dedans, il aborde des thématiques... il y a une histoire de sang, évidemment. Cordons ombilicaux, ouais, de voilà, sang, de naissance. fœtus et tout. Ouais, Oui, c'est le truc un peu... Non, donne-moi un flingue et sois tiré sur des gens. Des démons, ce genre de trucs, effectivement, il y a des trucs pas très festifs. Ou un jeu de plateforme. Mais je trouve qu'il y a une certaine... c'est quelque chose qu'on retrouve aussi parfois dans du Berserk où ces choses très glauques comme ça, il y a une certaine beauté, je sais pas, j'ai pas envie de passer pour un psychopathe, mais une élégance en tout cas dans la noirceur, dans l'horreur comme ça. Et quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Bien sûr. Et je trouve que c'est le cas peut-être plus particulièrement dans Bloodborne parce qu'ils abordent ça directement, l'horreur et ce que ça peut provoquer chez nous, chez l'humain et chez le joueur. Donc voilà un peu pour la série. On parle de série même si voilà il y a des spin-offs où les noms varient un petit peu, mais voilà un petit peu pour la série qui s'apprête à accueillir donc un troisième épisode, un troisième Dark Souls qui arrive très bientôt. Et on va regarder d'ailleurs un petit trailer du jeu pour se mettre un petit peu dans le bain. Yes, indeed. As they say on pilgrimage, the fire fades, and the lords have no thrones. Voilà, donc je suis comme ça parce que je fais partie de ces personnes absolument pas professionnelles qui ne regardent rien sur Dark Souls 3 parce que je suis un peu un fanatique de la série et j'ai envie d'avoir la surprise totale. C'est absolument pas professionnel parce que je devrais me renseigner dessus, mais je préfère laisser le soin à d'autres de le faire, comme notamment Sylvain, toi t'as pu jouer au jeu. Bien sûr, alors je te conseille de retourner dans ton bureau le temps que je parle un peu du jeu. Ça, il va falloir, tu vois, là il y a le petit côté professionnel qui se dessine, c'est que d'accord, on va en parler un petit peu. Prends sur toi. Voilà, tu joues depuis quelques jours là. Depuis quelques jours, effectivement, j'ai quelques heures dessus. Donc Dark Souls 3, c'est un jeu qui se pose comme un héritier de la série. Alors c'est déjà une banalité incroyable, mais c'est vrai. On va retrouver, il y a un petit côté comme ça où on reprend les meilleurs aspects de tous les jeux qui l'ont précédé. D'accord. On va retrouver un level design par exemple vraiment à la Dark Souls 1. On va retrouver des mécaniques de jeu propres à Demon's Souls comme par exemple le coup de pied ou le retour de la barre de mana pour tous les personnages, ce genre de choses. Et il y a vraiment, on sent aussi que dans cet univers donc très dark fantasy qu'est Dark Souls, on sent que Bloodborne est quand même passé par là parce qu'on va retrouver un bestiaire qu'on peut avoir vu plus ou moins dans Bloodborne, ce genre de choses. Okay. C'est un gameplay qui va aller un peu plus vite, mais c'est un jeu qui se pose, on va dire, comme une espèce de somme de toutes les qualités de la série. Pour l'instant, ça a l'air de. Franchement, je suis pas du tout déçu de ce que j'ai vu. Okay.
mais c'est un jeu aussi qui va avoir la lourde tâche de devoir se démarquer et de pas se résumer justement à la somme des qualités de la série. Ouais. Ça risque d'être un peu compliqué et ça va être encore plus complexe quand il va devoir, on va dire, clore un peu l'arc narratif incompréhensible de la saga Dark Souls. Ouais. Voilà, c'est un peu les deux gros challenges qu'il va avoir à affronter. Je sais pas, j'ai pas encore la réponse. Mais, d'accord. Mais pour l'instant, donc plutôt encourageant d'après ce que tu as vu. Ouais, c'est un jeu fantastique. Très bien, tant mieux, tant mieux. Et effectivement, on n'a pas trop abordé ça dans la première partie là, de l'aspect narratif du jeu, mais c'est vrai que c'est aussi un des piliers qui avait été plus ou moins amorcé dans Demon's Souls, mais ça date vraiment du premier Dark Souls, cette narration très brumeuse avec par la description des objets que tu ramasses et par le décor lui-même, tout ça. Donc remettre les pièces un peu du puzzle fait partie du jeu, comprendre en fait de quoi il est question. Et effectivement, le troisième épisode est censé conclure cette série, donc l'arc narratif. Et donc il restera, maintenant la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est en gros qu'est-ce qui restera de cette série en admettant qu'elle s'arrête effectivement maintenant, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Peut-être qu'on aura un Soulborn, tu vois, ou un Blood Soul qui viendra et qui en fait continuera complètement l'œuvre de ces jeux-là. Miyazaki en tout cas a déclaré que ce serait sûrement le dernier Dark Souls. Ouais. Enfin, qu'il aimerait bien que ce le soit en tous les cas. Ouais. C'est comme ça qu'il l'aborde. J'y crois peu, mais oui. Il le dit en tout cas, et ça a un certain panache parce qu'on n'a jamais vu aucun studio s'arrêter alors qu'ils viennent de décrocher un hit planétaire, tu vois. C'est maintenant que le truc est arrivé, ça a vraiment explosé avec Bloodborne, et la Dark Souls 3, du coup tout le monde l'attend, alors qu'il y a quelques années, Demon's Souls, tout le monde s'en contrefoutait allègrement, tu vois. Donc ça aurait du panache. Mais ouais. Et là, d'autant que c'est Namco Bandai, il me semble, qui s'occupe toujours de distribuer tout ça. Ouais, Namco Bandai. Ils ont One Piece, évidemment. C'est pas des mecs qui lâchent le morceau. Si ça marche, ils vont. Si, s'il te plaît. Non, je pense qu'ils auront des équipes bis, ça me paraît inévitable. Oui, mais j'en viens à souhaiter, alors que je suis un fiefé fan, petite. Un FFF, exactement. Un fiefé fan de la série, j'en viens à souhaiter que ce soit le dernier. Effectivement, j'aimerais bien. Comme tu dis, ça aurait beaucoup de panache. J'ai envie que ce cauchemar s'arrête. Effectivement, c'est ça. Mais. Voilà, donc qu'est-ce qui restera de cette série ? Moi, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on reparlerait un peu de ces développeurs de Enter the Gungeon qui nous parlent beaucoup de Dark Souls. C'est que j'ai l'impression que, pour moi, en fait, je vais le dire en des mots très simples, pour moi, Dark Souls est un des jeux, si ce n'est le jeu, le plus important de ces 10-15 dernières années. C'est très possible. Pour ce qu'il apporte aux jeux vidéo et aux personnes qui le consomment et qui le font. Et donc on voit déjà aujourd'hui beaucoup de jeux qui s'en inspirent. Certains s'en inspirent directement. C'est presque leur argument commercial de dire nous on fait du Dark Souls. On l'a vu avec Lords of the Fallen par exemple, qui bon. Je me souviens avoir vu ce jeu quand il était sorti. J'avais rencontré les développeurs et le mec m'avait dit bon bah écoutez ça va pas être très compliqué. Vous avez déjà joué à Dark Souls? J'étais là bah oui bah ok les commandes c'est les mêmes. C'était son truc, c'était comme ça qu'il le vendait. C'était assez marrant. J'avais eu la même quand je les avais rencontrés aussi. Et les mecs étaient fiers, tu vois. C'est pareil. C'est pareil. Mais en fait, non. Dans les faits, non, c'était pas pareil. Non, c'était pas pareil. Enfin, les commandes étaient pareilles. Et c'est assez tragique, je trouve, parce que c'est ce qu'on retrouve dans toute la culture en règle générale, on constate beaucoup au cinéma aussi. C'est quand il y a quelque chose qui marche, c'est souvent il y a un petit degré d'inattendu dans les choses qui cartonnent d'un coup. Tu vois, ce Demon's Souls qui devait être un Kingsfield à la base, voilà, ce film qui aborde un genre d'une manière assez originale et qui plaît à tout le monde. Ce qui marche, c'est souvent la surprise, mais quand les gros studios, les gros éditeurs se rendent compte que ça marche, ils veulent reproduire le produit qui a été... C'est difficile de reproduire un accident, en fait. C'est ça, voilà, exactement. Et donc, il y a un peu de ça dans ces Lords of the Fallen qui viennent après, qui se cassent les dents en essayant, je trouve, en tout cas. Il manque un soupçon d'âme dans le truc. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est le cas de Salt and Sanctuary, que tu as critiqué récemment. Il y a pas très longtemps. Et qui, bon, alors lui, il aborde de manière un peu plus
un peu plus spécial. Il aborde en 2D, Ouais. et c'est marrant parce que transposer en 2D les mécaniques d'un Dark Souls, moi ça me fait beaucoup penser à un Castlevania ou un Metroid plus ou moins. Ouais. En tout cas dans C'était un certains de ces Metroidvania, finalement. Oui, t'as le droit de dire. Bah, ouf. On dit quoi déjà, Castlevania ou je sais plus. Non mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, et moi alors juste pour rappel, c'est les Castlevania en 2D en tout cas, c'est un peu l'essence, enfin tout ce que j'aime dans le jeu vidéo, Ouais. c'est ça, c'est donc cette difficulté, cette exploration, et donc j'ai retrouvé ça dans Salt and Sanctuary, et qui reprenait vraiment presque mot pour mot tout ce que vous avez cité, tous les piliers de Dark Souls que vous avez cités, Ouais. avec Ils sont même les présents, fantômes, ouais. avec les fantômes, les fioles que tu regagnes quand tu meurs, les ennemis qui réapparaissent quand tu meurs. Et là, il n'y avait pas de feu de camp, mais il y avait des sanctuaires qui étaient remplacés. Et tu parlais d'héritage tout à l'heure, d'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, de loin, je dis bien de loin, la série Dark Souls, je l'ai toujours vue comme la cousine maléfique d'un Zelda. Tu vois, c'est comme si Zelda, dans les mécaniques de combat en tout cas, c'est comme si Zelda avait poussé son côté dark à fond. C'est peut-être ce que Zelda aurait pu devenir. Bon, évidemment, il y a plein de choses qui sont pas du tout, qui ont aucun rapport, mais de loin, vraiment, quand je voyais des personnages jouer, tout ce qui est ces roulades et ces coups d'épée, je voyais vraiment beaucoup de similitudes Zelda, ouais. avec Zelda. Je sais pas ce que t'en penses. Tu conçois un peu ça, toi, Sylvain? Ouais, j'ai aussi vu ça un peu, moi. Une espèce de Zelda, mais qui aurait grandi, tu vois, qui aurait vraiment 30 ans. Ah ouais, c'est pas, 30 ans, une petite déprime aussi. 30 ans qui serait Qui aurait eu quelques problèmes, qui serait tombé un peu dans la bouteille, tu vois, mais effectivement. C'est ça. Et donc ouais, ça c'est les jeux qui s'en inspirent directement, vraiment directement. C'est en disant vraiment, bah, regardez, il y a la même roulade, il y a le même système de stamina. De coups faibles, de coups forts. Voilà, c'est exactement pareil. Mais pour moi, Dark Souls peut avoir une influence beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. C'est-à-dire sans rester dans la surface et dire on a fait un Dark Souls bis. C'est derrière Dark Souls, pour moi, il y a une philosophie, une approche du jeu. On en a parlé un petit peu déjà, l'approche de la narration, l'approche du joueur, de la progression, de la manière de choper l'expérience. C'est aussi ça qui est important. Et effectivement, comme tu dis, c'est un peu plus profond la manière dont la série Souls a marqué les gens. Et d'ailleurs, très souvent, quand on est en interview avec des acteurs de l'industrie du jeu vidéo et qu'on pose ces questions, pendant plusieurs années, on a posé les questions pour les rubriques Mon Souvenir. Là, maintenant, c'est pour Mon Plan Culte. Et t'as pas mal d'acteurs de l'industrie qui disent non, Dark Souls, la série des Souls, ça nous a marqué profondément. Tu retrouves pas forcément derrière, du coup, des mécaniques du jeu, mais voilà, la manière de filer quelque chose aux joueurs pour, voilà, j'ai envie que mon jeu, tu l'appréhendes comme ça, tu apprennes ça comme ça, tu apprennes de tes erreurs. Non, c'est pas difficile, c'est juste, sois attentif, et le plaisir, il en sera que plus grand. Il y a aussi cette philosophie, je pense, que la série des Souls a un petit peu transmis, en tout cas a aidé à répandre chez les acteurs du jeu vidéo. Effectivement, ouais, je suis d'accord avec ça. Et donc ça peut s'adapter à n'importe quel genre de jeu quasiment en fait. C'est pour moi, ça touche un peu, vous me direz ce que vous en pensez après, à une forme de responsabilisation du joueur. Ou en tout cas un jeu qui est tourné vers son joueur, plus qu'il n'est tourné vers lui-même. Et j'y vois un truc vraiment fondamentalement japonais, moi, là-dedans. Enfin, dans la manière d'aborder le jeu vidéo, en tous les cas. Mais moi, je vois ça comme une espèce de réponse, on va dire, à une mode où les jeux vidéo étaient... la mode était à la gloire facile, tu vois. Ouais. Tu sauves le monde un peu comme ça par accident. Oui. Là, tu reviens sur un jeu où vraiment il faut mériter ta survie déjà, même avant de trouver des récompenses. Et surtout, même les récompenses ne sont jamais celles que tu attends vraiment. Trouver un raccourci, c'est une récompense. Oui. C'est pas ouvrir un coffre, avoir une petite musique, un machin, non. Évidemment. C'est notre façon on va dire, de remettre un peu d'émerveillement dans le jeu, paradoxalement, alors que c'est un jeu extrêmement sombre, moi je trouve fascinante et qui, je pense, commence vraiment c'est une grammaire en tout cas qui est en train de se populariser chez les développeurs. Oui, c'est ça. C'est ce que dit Dave Crooks dans l'interview qu'on a vu là juste avant. Il parle de ça pour le roguelike, mais je trouve que c'est un peu lié à ce que tu viens de dire, c'est que Enter the Gungeon est en développement depuis quelques temps. Entre-temps, il y a plein de roguelikes qui sont sortis. Donc je lui ai demandé, mais ça vous inquiète pas un petit peu? Maintenant, il est en concurrence avec plein de grands jeux. Il dit oui et non, parce que d'un côté, ça habitue les gens à certaines mécaniques un peu rugueuses qui font que maintenant les gens sont plus prêts à recevoir ce genre de... en tout cas, à manipuler ce genre de grammaire avec un jeu vidéo, comme pour reprendre ton expression. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec les Souls. J'ai l'impression. Et moi, ça me réjouit au plus haut point.
surtout de voir voilà, des gens qui s'y intéressent en profondeur, qui disent pas juste on va mettre des chevaliers dans une ambiance glauque. Et voilà. Il y a un truc là, je me rends compte depuis tout à l'heure, on n'est peut-être pas revenu là-dessus, mais on parle de Dark Souls en priorité alors que Demon's Souls est sorti avant. On pourrait se dire pourquoi tout ça ne vient pas de Demon's Souls quelque part? Pour moi, c'est parce que Dark Souls, tu vois, Demon's Souls, on en parlait, il y avait ce côté, c'est un Kingsfield qui a pris un autre chemin. Dark Souls, pour moi, c'est l'aboutissement de tout ce que commençait à vouloir dire Demon's Souls. Je sais pas ce que... Je me dis, basiquement, l'équipe devait être un peu plus sereine dans son développement pour Dark Souls, quoi. Ok, manifestement, le bouche à oreille a fonctionné. Ça a l'air de plaire. Qu'est-ce qui plaît? Ce côté-là, ok, bon, on va peut-être essayer de le peaufiner, voilà, et on va aller au bout de nos idées. S'il y avait une dimension un petit peu pari, un petit peu hasard sur Demon's Souls, Dark Souls, c'est ok, ça a l'air de plaire. On va essayer de pousser le délire. Voilà. Avant même de commencer. C'est peut-être pour ça qu'on l'évoque plus souvent. Effectivement. Et donc, moi, je pense, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je pense vraiment, sincèrement, c'est pour ça que je parle beaucoup de Dark Souls à l'antenne. Je saoule les gens avec ça. C'est ma croisade un petit peu. Comme je disais, je pense que c'est un des jeux les plus importants de ces dernières années. Et je pense vraiment que c'est un jeu qui a en lui de quoi lancer des vocations. De quoi faire dire à des gens comme nous. Nous, on peut dire, je bosse dans le jeu vidéo, alors du côté de la presse, mais aussi pour des développeurs. Je bosse dans le jeu vidéo parce que j'ai joué à ce jeu-là quand j'étais gamin ou parce que ce jeu m'a fait comprendre qu'on pouvait faire ça avec le jeu vidéo. Je pense vraiment que Dark Souls est ce genre de jeu. Est-ce que vous pensez il est assez puissant pour pouvoir faire ça ou peut-être que je vais un peu loin en pensant ça? Non, je pense que c'est vrai. Je pense même que c'est déjà plus ou moins en train d'arriver. Après, je sais pas, c'est un jeu auquel t'es peut-être pas confronté directement quand t'es gamin, ou alors sinon surveiller un peu l'éducation de vos gamins parce que ça part méchamment en vrille. C'est un jeu qui ressemble tellement à rien finalement. Et c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que des années après sa sortie, non seulement on s'en lasse pas, mais ça détonne toujours autant dans le paysage. Oui, c'est-à-dire que ça a pas bouleversé l'industrie, c'est en train de le faire doucement, mais c'est toujours une série qui reste unique, alors qu'elle a un succès fou. Oui. Et ça, c'est très très étonnant. Il reste singulier, et rien que ce simple fait-là me fait dire qu'effectivement c'est un jeu important. Effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. On va constater dans ces prochaines années si effectivement ce jeu a une influence, si l'influence va vraiment se faire ressentir dans le milieu. Je l'espère personnellement beaucoup. Il y a beaucoup de bonnes choses à prendre de Dark Souls. En attendant, on va voir plus proche de nous là, si Dark Souls 3 remplit toutes ses promesses très bientôt. Il y aura évidemment une critique dans un prochain classé 18+. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission, comme d'habitude. Merci à toi Sylvain d'être venu, d'être revenu. C'est très cool. Et merci à vous, comme d'habitude, de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain Hebdo JV.